Regardez, peut centrer, comprend la tête. Snoop Dogg. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette 5e émission du Synthé Night Club. Je suis vraiment content d'être parmi vous. C'est ma 2e émission en tant que présentateur. Je vais essayer de faire un petit peu mieux que la première. Ce sera toujours moins bien que la prochaine. Voilà, on progresse, on avance. 5e émission, ça veut dire qu'on est toujours tout jeune. Vous voyez qu'on a une petite déco qui évolue au fil des semaines. Et pour ça, je remercie et nous remercions tous Romain de l'équipe Synthé Inside qui nous habille et puis également le graphiste qui s'occupe de toutes ces images autour de nous qui nous aident beaucoup également. Merci à eux. Une émission un petit peu particulière, un match vendredi, pas de match cette semaine. Je suis avec une équipe de consultants et puis un invité ce soir quand même. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex, le responsable du site peuplevert.fr et je suis ce soir accompagné, alors je vais les présenter d'une traite, ils vont me faire un grand coucou général. Je suis avec Pierre de Synthé Inside, je suis avec Sylvain de Green Prospect. Coucou général. Bonjour, bonjour à tous. Salut. Et puis, je suis également, ce soir, nous accueillons un tweetos qui parle souvent de l'AS Saint-Étienne sur les réseaux, mais qui est avant tout journaliste chez Gaulle. Simon Fuentes. Bonjour Simon. Bonjour, salut à tous. Salut, ravi de t'accueillir parmi nous. Tu fais partie forcément des tout premiers invités puisque l'émission est tellement jeune que voilà, il y en a eu très peu. On est ravi de t'accueillir parce qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais et notamment la mesure de tes commentaires sur la S Saint-Étienne et leur justesse. Voilà, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir parmi nous ce soir. C'est gentil, merci beaucoup et plaisir partagé. Je pense que c'est bien d'avoir des initiatives comme celle-ci, surtout en ce moment où la flamme est un peu en train de s'éteindre à plein de niveaux. Donc si les supporters eux-mêmes peuvent tenter de la raviver, c'est tout bénef. Donc avec plaisir. Voilà, et puis écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu le sommaire du soir. Donc ce soir, on va débriefer, mais alors on va pas y passer des semaines, on va débriefer ce Saint-Étienne-Monaco qui ne restera pas dans les mémoires, en tout cas pas pour de bonnes choses. Ensuite, il y aura notre toute nouvelle rubrique Le coup de Grisou avec Sylvain qui a un petit coup de gueule à faire ce soir, donc il vous expliquera ça tout à l'heure. Ensuite, un duel entre Sylvain et Pierre pour un petit point d'actu qui a ponctué notre semaine, qui est le retour de Loïc Perrin à l'AS Saint-Étienne. Et puis on se concentrera un petit peu davantage sur notre invité Simon pour une rubrique qui s'appelle Synthé pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Écoutez, le sommaire est là. Il ne reste plus qu'à bien échangé, qu'à apporter votre qualité, messieurs. C'est à vous pour le débrief de ce magnifique Saint-Étienne-Monaco. Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé, Sylvain? Bon, je pense pas être très original, extrêmement déçu. Certes, on a affronté une très belle équipe de Monaco, c'est sûr. Probablement une des plus belles de Ligue 1 d'ailleurs. En tout cas, la plus cohérente à mon sens, collectivement. Maintenant, quand il s'agit de parler de nous, on a été en manque de beaucoup de choses, si ce n'est en manque de tout. Et malheureusement, on est inquiétant et de semaine en semaine, on est inquiétant. Oui, Pierre, tu es inquiet toi aussi? Oui, très inquiet. Ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément de perdre contre Monaco. Je pense qu'on n'est pas les premiers, pas les derniers. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est totalement inoffensif. On n'a pas une occasion sérieuse dans le match. Voilà, on passe totalement à travers. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on n'est pas dans le combat.
je pense qu'une équipe de nationale, et je le pense sincèrement, une équipe de nationale aurait fait mieux que nous dans le combat. Peut-être qu'ils auraient perdu par 4 buts d'écart, mais ils auraient montré mieux que ce qu'on a montré dans le contenu. D'accord. Simon, je ne sais pas si tu suis le championnat national, mais tu vois beaucoup d'équipes de nationales nous être supérieures? Non, non, mais je pense qu'il y a pas forcément besoin de suivre le national de manière assidue pour savoir que, ouais, qu'il y a forcément des ingrédients qu'on peut trouver dans une majorité d'équipes, qu'on peut pas trouver dans celle de l'AS Saint-Étienne actuellement. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Au-delà de la défaite contre Monaco, où il y a pas forcément à rougir de perdre contre cette machine, parce que dimanche soir ça a été une machine, je pense, à plein de niveaux. Le problème c'est le contenu, quoi, c'est le contenu et surtout les attitudes. Les attitudes, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de choses dans les attitudes, dans les regards, aussi bien des joueurs que de Claude Puel, qu'on a l'habitude d'entendre, par exemple, énormément chaque week-end un peu partout en France, sur les pelouses, qui crie, qui harangue ses joueurs. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de tout ça. Et je pense que c'est probablement le plus inquiétant dans l'optique du maintien, c'est que cette équipe, qu'elle, qu'elle manque de qualité footballistique ou de cohérence tactique, tout ça, ça peut s'entendre, mais s'il n'y a pas derrière la volonté de se sauver et de tout donner, d'emblée, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, c'est compliqué. Alors, on peut voir hein, là sur le chat, hein, je pense que tout le monde a vécu un petit peu la même rencontre que nous. Hein. Keun, qu'on salue au passage, hein, qui dit j'ai un peu honte, mais j'ai coupé le match à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Catastrophique, mais c'était prévisible, nous dit Nico Paul. Voilà, l'envie, les attitudes, Jérémy Magique. Bon, c'était clairement catastrophique. Alors, tu parlais du maintien, Simon. Ben voilà, hein, les chiffres, hein, on en est à la 30e journée, on a 33 points. On est à 4 points de Nîmes, notre prochain adversaire, pardon. C'est inquiétant. Pierre, tu es inquiet? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Parce qu'il y a des attitudes oui, inquiétantes, il y a un classement inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? oui, oui, je suis inquiet parce que effectivement, là, il nous reste 8 matchs à jouer, des matchs quand même pas faciles, hein. On va se déplacer à Lille, on reçoit Marseille, et j'en passe, hein. On a un calendrier pas facile, sans parler du prochain match à Nîmes. Donc là, certes, on a 4 points d'avance, mais en cas de mauvaise performance à Nîmes, les équipes qui seront dans le rétroviseur seront très près de nous, très très près de nous. Et le problème, c'est que ces équipes, elles sont formatées pour jouer le maintien. Et nous, j'ai l'impression que tout part, voilà, tout est désorganisé. Et j'ai très peur pour la suite, oui, tout à fait. Oui, voilà. Simon, je ne sais pas si toi, tu as quelques infos qui proviennent de l'ETRA, mais il est question d'un groupe dont certains n'arrivent pas à l'heure. Le staff n'a pas l'air de tenir les joueurs. Il semblerait qu'il y ait des personnes dans le staff qui ne fassent pas l'unanimité. Et quand je dis pas l'unanimité, on pourrait presque dire même qu'ils arrivent à rassembler les joueurs sur le fait que ben voilà, c'est difficile de cohabiter avec. On a l'impression d'un vestiaire pourri. Est-ce que toi, tu as des remontées du vestiaire? Tu sais des choses? Non, 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 j'ai aucune information particulière, mais en tout cas, ce serait pas déconnant que tout ce que tu viens d'énumérer soit réel, parce qu'il y a quand même des signes qui sont assez révélateurs. En tout cas, en façade, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des équipes derrière nous qui étaient formatées pour jouer le maintien. En façade, le discours de Puel, c'est celui-ci, hein, c'est que cette équipe, de toute façon, va devoir jouer le maintien, va devoir batailler, qu'il le savait, que c'était prévu, mais c'est un discours, mais après, dans tout le reste, il y a aussi beaucoup de signes qui sont inquiétants et qui prouvent que c'est surtout un discours. Alors oui, il y a des potentiels retards évoqués, il y a des tensions, mais ça, je pense, comme dans tout club. Je pense qu'à Saint-Etienne, bon, évidemment qu'il y en a eu quelques-unes ces dernières années, mais je pense comme dans tout club, mais en tout cas, moi, il y a des interviews d'après-match qui m'ont mis la puce à l'oreille, qui m'ont inquiété. Je pense à des déclarations d'Arnaud Nordin ou même de Charles Aby, qui était content du contenu proposé, notamment à Angers. Oui.
ça, c'est un discours c'est un discours qui pour moi est assez révélateur des mots de la SF. C'est que Simon, j'ai- je oui, crois que c'était après le match contre Lens qu'ils avaient fait ces déclarations, effectivement, qui étaient totalement déconnectées de la réalité, c'est clair. bah c'est incroyable. Bah, encore plus après Lens où il y a une défaite au bout à la clé. Je trouve Ouais. que c'est inquiétant et c'est révélateur. Mais voilà, j'ai pas trop Oui. de. Alors Sam Crow qui dit dans le chat, hein, les joueurs n'ont pas conscience de la situation. Nantes, Nîmes, Lorient, eux, savent se battre pour le maintien. Clairement, on a l'impression d'être à côté de la plaque, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude, pour les plus jeunes, puisque de toute façon, ils n'ont connu quasiment que le National 3 ou le National 2. Pour les anciens, qui sont certainement en train de regarder où est-ce qu'ils vont bien pouvoir rebondir, mais qui vont... Voilà, on est vraiment plus qu'inquiet. Maintenant, est-ce qu'il fallait s'attendre à prendre 3 points contre Monaco? Est-ce que c'est pas là qu'on a peut-être une espèce de motif de, comment dire, motif d'optimisme un petit peu? Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que à la sortie du derby où on perd 5-0, tout le monde nous annonce que c'est le derby qui va achever notre saison. Derrière, on fait 7 points sur 9. Victoire contre Metz, victoire à Nice, et on fait le match nul contre Nantes. Dans 3 matchs qui sont totalement clés dans notre saison. Voilà. Après, on parle beaucoup ces derniers jours-là, suite aux mauvais résultats, qu'il y a des retards, qu'il y a ci, qu'il y a ça. À mon avis, ça, c'est un problème qui existe régulièrement dans beaucoup de clubs. Et étant donné que la période est propice à mettre de l'huile sur le feu, on en profite parce que c'est vendeur, parce que ça peut parler, parce que ça fait des clics. Donc voilà, je pense qu'il est nécessaire aussi d'être conscient de la situation, mais de modérer ses propos. Moi, je lis beaucoup de choses, voilà, il y a plein de gens qui s'enflamment. Alors oui, la situation est inquiétante, c'est une certitude. Par contre, de mettre de l'huile sur le feu, ça peut que nous desservir. Oui. De crier à la catastrophe, ça peut que nous desservir. On a un groupe jeune qui a besoin de sérénité, qui a besoin d'être camouflé, parce que malheureusement, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités se cachent. Il faut pas se voiler la face. Qu'à un moment donné, crier à la catastrophe, ça ne nous apportera absolument rien de positif. Et d'ailleurs, les groupes de supporters l'ont bien compris, puisqu'en post-derby, ils sont allés, ils ont parlé et ils ont fait ça positivement. Et Voilà. vous n'avez pas peur que les Maintenant, supporters là débarquent à l'Etra? Moi personnellement, j'ai pas peur. Je dirais même que j'ai envie. Je pense que bah, justement, on vient d'en parler. Ça avait fait un effet un peu déclic après le derby. C'était des belles scènes à l'Etra, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire un peu partout en France. Mais non, c'était des belles scènes. C'est des scènes qui, à mon avis, je pense que fonctionnent et qui ont. Je pense que ces joueurs-là ont besoin de sentir ce soutien parce que il y a un peu le syndrome de l'AS Monaco. J'ai l'impression, on disait que à Monaco, à l'époque, ils avaient très peur de descendre parce qu'ils ne sentaient pas la ferveur, ils ne sentaient pas la gravité des choses. Je pense qu'à Saint-Etienne, ils ont cette chance-là d'être dans un bassin de passionnés qui vivent pour ça. Et je pense que tant qu'ils ne le ressentiront pas, en tout cas pas suffisamment, ils ne pourront pas avancer assez vite en tout cas. Donc je pense Oui. que ce serait plutôt une bonne chose. Ce serait plutôt une bonne chose. Alors, Keun qui dit le truc, c'est débarquer à l'Etra pour faire quoi? Et il n'a pas tort, hein, Keun sur le chat, de dire pour faire quoi? Voilà, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. On voit débarquer les supporters, les gars, faut mouiller le maillot. Ici, c'est Saint-Étienne, etc. Bon, ça a l'impact que ça a une fois, 2, 3 fois, 4 fois. On peut douter de l'impact que ça peut avoir au niveau des supporters. Simon, tu as peut-être quelque chose à dire autour de ces interventions de supporters à l'Etra et dont on peut imaginer qu'elles puissent arriver là dans la semaine avant Nîmes, hein. Bah non, moi, pour faire quoi? Tout simplement pour les soutenir. Je pense que le discours, ça doit être celui-ci. Pour aller mettre de l'huile sur le feu, pour aller nourrir certains médias qui n'attendent que de potentiellement critiquer ces agissements et compagnie, ça fera rien avancer. De toute façon, je pense que la saison, elle va se terminer avec les mêmes hommes. Donc, à crier à la démission de un tel ou un tel, que ce soit Puel ou le tandem de président, c'est peine perdue à l'heure actuelle, peut-être dans un futur un peu plus lointain, pourquoi pas, mais là, à l'heure actuelle, la saison va être terminée avec les mêmes hommes, autant essayer de faire corps derrière eux. Après, comment? Je pense que les supporters stéphanois ont prouvé qu'ils savaient faire. Alors, Simon, tu avais la parole, je te la laisse. S'il faut en trouver un, ton top pour ce match face à Monaco, côté stéphanois, ton top. Mon top, bon bah déjà c'est un top,
forcément au rabais, hein. Mais non, moi j'ai trouvé que si Wabi Kazri avait été un peu plus accompagné et un peu plus soutenu offensivement, il aurait pu déclencher certaines choses par très brève séquence, mais déclencher certaines choses. J'ai trouvé ça a été c'est le seul Stéphanois présent. J'ai l'image d'une présence dans la surface, à part deux têtes de Charles Aby, mais assez insignifiante. Et j'ai trouvé faire du Wabi Kazri, quoi, c'est-à-dire déterminer des appels en vain souvent, mais des appels et se battre, être capable de peser sur la défense très peu, mais comme il a pu. Et je pense que s'il avait été accompagné un peu plus soutenu, je pense notamment à si Romain Mouma avait été là, par exemple, je pense que ces deux-là auraient pu créer quelque chose. Là, il était beaucoup trop seul, donc évidemment, son match, à la fin, il est terne, il n'est pas suffisant, hein, évidemment, mais je pense que lui a mis certains ingrédients qui auraient pu faire basculer les choses dans le bon sens. Ça n'a pas été suffisant. Ok, Pierre, ton top? Alors, je reprendrai bien les propos de notre ami Simon Kazri, dans l'envie, forcément. Après, voilà, c'est dur, comme on l'a déjà dit, c'est dur de trouver des tops sur ce match. Sinon, un autre joueur pour faire un petit peu différent, c'est peut-être Madi Camara, qui avec ses moyens fait ce qu'il peut et voilà. Mais encore une fois, ce sont des tops sans en être, parce que je ne vois pas qui on peut ressortir de ce match précisément. Ouais, Sylvain, ton top? Bah, je vais pas être dans un top purement sportif, mais moi j'ai une pensée pour Stéphane Bagic qui vit son deuxième match de Ligue 1, Hmm. qui subit sa troisième défaite, qui est complètement exposé, qui est même complètement livré à lui-même sur les situations. Honnêtement, certes, il n'a pas encore le niveau de la Ligue 1, on l'a vu, il prend pas beaucoup de place dans la cage, il manque peut-être de certaines choses, mais honnêtement, des baptêmes du feu comme ça, quand je le vois prendre le quatrième but et dégager dans son but où il est complètement livré à lui-même, ça me, ça me révolte de voir ces situations. Ouais, tu as raison de parler de Stéphane Badjic parce il a un petit peu les débuts d'un Greg Coupet ou d'un Jérémy Janot, c'est-à-dire dans la difficulté, dans la crise, avec un sauvetage de club au bout. Espérons juste qu'il ait la même carrière que ces deux-là. Mais c'est vrai que pour lui, l'apprentissage est quand même très compliqué. Maintenant, vos flops. Alors là, j'imagine que vous avez un peu plus d'idées. Pierre, ton flop? Alors, moi, j'aurais 3 flops. Si je peux m'exprimer. En fait, dans un premier temps, Mathieu Debuchy. Alors, j'adore Debuchy. Voilà, il a fait tout ce qu'il a fait pour le club depuis 3 ans, c'est fabuleux. Mais là, ça devient compliqué. Surtout dans un rôle de piston. Donc, on sait que pour lui, voilà, c'est dur de faire 90 minutes à fond. Et ce rôle de piston, c'était pas fait pour lui. Et force est de constater qu'il concède pas mal de pénaltys. Souvent pour des mains d'ailleurs. Donc sur ce match, je mettrais Debuchy. Et également Kolo Djezak et Boudebouz. Kolo Djezak qui avait fait un bon match à Angers. Hmm. Boudebouz qui avait fait une belle rentrée à Angers. Donc moi j'attendais de ces deux joueurs qui puissent confirmer sur un match. Et là, non, pas de confirmation. Ils ont tous les deux fait un match horrible. Voilà, donc ce seraient mes deux autres flops. Ok, allez, on accélère un peu. Simon, ton ou tes flops? Mon flop principal sur ce match-là, ouais, je pense que c'est Mathieu Debuchy aussi. Hmm. Il est censé inspirer de la sérénité à ses partenaires. Il a fait tout l'inverse sur les 20 premières minutes et après le reste de son match, il est pas de bonne facture non plus. Mais je pense que c'est lui qui fait un peu flancher tout le monde. Et alors que son rôle est tout l'inverse. Donc je pense que c'est la déception, pour moi sur ce match. Ok, et puis Sylvain, ton flop? Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, la plus grosse déception de ce match, c'est Yvan Neyou. Je l'ai trouvé en dessous de tout. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Et je l'ai trouvé en décalage sur plein de choses, en retard sur plein de choses, et dans une implication même très discutable.
Quand je vois certains buts et que notamment le dernier où les défenseurs sont totalement livrés à eux-mêmes, c'est catastrophique. Et puis il faut quand même pas oublier la masterclass de notre ami Denis Bouanga aussi, qui a été d'une faiblesse et d'une incohérence dans ses choix qui a été fabuleuse aussi. Il faut quand même pas oublier ça. Ouais, Je lis complètement. sur le chat, Puel sans hésitation, sa compo est clairement un flop et ses choix sont clairement des flops aussi. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, je crois que vous avez cité à peu près tous ceux qu'on pouvait citer. On espère juste que c'était un jour sans. Le problème, c'est qu'avec Saint-Étienne, on est un petit peu trop habitué aux jours sans, surtout pour certains dont vous avez parlé, à savoir Denis Bouanga notamment, et puis de plus en plus Mathieu Debuchy, qui commence à justifier le fait que le club ne se précipite pas pour le prolonger. C'est l'instant du coup de grisou, c'est le moment du coup de grisou, c'est à toi Sylvain de nous expliquer pourquoi tu voulais nous parler de la faiblesse de la Ligue 1. Oui, voilà, je voulais parler de cette faiblesse de la Ligue 1 qui ne cesse de s'accroître. Je me rappelle qu'un temps, nous étions extrêmement critiqués par les préceptes qu'avait Galtier, par la façon dont faisait jouer Galtier la SS, surtout sur les parcours européens qu'on pouvait fournir. Aujourd'hui, je me pose la question des équipes qui vont être européennes l'année prochaine, de la capacité qu'ils vont avoir à performer. Aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. On a des équipes européennes qui sont au niveau des Suisses, qui sont au niveau des Belges, qui sont au niveau des Croates. Ils sont de ce niveau-là. On a des projets de jeu, on a de l'ambition en Ligue 1 qui est exécrable. Vous vous rendez compte les matchs qu'on s'inflige quand même quelquefois? Est-ce que vous avez vu le Angers Saint-Étienne qu'on s'est infligé? On a gagné 1-0. C'était d'un niveau technique de R1. J'ai même pas envie d'insulter la Nationale 3. C'était du niveau technique R1, Régional 1. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on voit des équipes qui sont promues, comme le RC Lens, qui ont une certaine cohérence, qui n'ont pas forcément des énormes qualités, hein. Il faut pas se voiler la face. Hein. Il faut pas se voiler la face. Mais ils sont cohérents. Ils savent où ils vont. Ils ont un projet de jeu identifié, clair. Et ben voilà, ça fonctionne. Ils vont être européens, si ça se trouve, en étant promus. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, je sais pas. Enfin, le football, comme je le conçois, c'est des émotions. Et des émotions, on les a régulièrement par le biais des résultats, mais surtout du spectacle, du beau jeu, des gestes techniques. On en est totalement sevré. Vous vous rendez compte quand même qu'on a réussi à nous faire croire en 2021 que Raymond Domenech, entraîneur, c'était une bonne idée. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant, hallucinant. Sincèrement, moi, ça, je me dis, on s'étonne que le championnat est de moins en moins regardé, que les droits TV n'augmentent plus. Mais c'est normal, c'est normal. Saint-Étienne-Reims, un calvaire. Saint-Étienne-Nice, un calvaire. Saint-Étienne-Angers, un calvaire. Mais heureusement qu'on est supporter stéphanois. Jamais on s'infligerait ça sinon. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était mon coup de grisou à moi. Mais écoute, je pense que c'est un coup de grisou que beaucoup partagent. Malheureusement pour nous, pauvres téléspectateurs et supporters, en effet, on a quand même un petit peu l'impression que si on n'est pas supporter d'un club français, ou en tout cas au moins de Saint-Étienne, mais on va parler que de nous, on a déjà beaucoup à faire. Honnêtement, on entendait parler d'un pay-per-view à un moment donné avant que Canal+ réinvestisse, reprenne la Ligue 1, un pay-per-view pour des matchs de Saint-Étienne. J'aurais bien aimé savoir combien de personnes allaient acheter des matchs à l'unité pour voir jouer Saint-Étienne et quelques autres équipes. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en penses de ce niveau de la Ligue 1? Bah, c'est factuel, hein, je suis assez d'accord sur le fait que on assiste à une saison. Après, je sais pas si c'est la saison, le contexte, qui pèse, et dans quelle mesure il pèse en tout cas, mais on assiste à une Ligue 1 où cette année, c'est vrai que je prends vraiment moins de plaisir que par le passé à regarder les matchs.
c'est vrai que si c'était pas mon métier, je dois l'avouer, j'en regarde beaucoup, je les regarde quasi tous. Je privilégie tout le temps la Ligue 1 aux championnats étrangers, et Dieu sait que j'aime les championnats étrangers, mais cette année ça me coûte. On assiste à des spectacles qui sont parfois ridicules, quoi, au summum de l'ennui. Les matchs à 13h pour faire plaisir à l'international en sont l'exemple parfait, et du coup Saint-Etienne est souvent représenté. Et non, je suis assez d'accord. Je pense que même la lutte pour le titre, bon, du coup, il y a du suspense, c'est l'avantage, mais c'est anormal de voir un Paris Saint-Germain qui actuellement est leader de Ligue 1 avec 7 défaites, Lille qui est encore dans la course avec 9 matchs nuls, une défaite encore là face aux Crocodillois qui en plus qui n'ont pas démérité, hein, qui ont fait un bon match, mais c'est pas normal. Et je pense, enfin, même Dijon qui est à un niveau abyssal, là, qui pour le coup est très 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 loin du niveau de la Ligue 1, non, je pense que on manque de créateurs en fait. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de créateurs, il y a de moins en moins de place pour des joueurs techniques qui savent contrôler, ne serait-ce que contrôler un ballon de façon orientée pour orienter le jeu dans le positionnement du corps. Et ça se ressent. En tout cas, en tant que spectateur, ouais, moi, je prends moins de plaisir. Ouais, un niveau technique assez écœurant par moment, hein, qui donne l'impression, et ça, je pense que ça contribue aussi à la grogne, pour pas dire à la colère des supporters. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup ont l'impression devant leur télé d'être en capacité de faire ce que n'arrivent pas à faire certains joueurs de Ligue 1, et notamment ceux de Saint-Etienne. Quand on s'acharne sur Denis Bouanga, je suis désolé, mais on en reparle. C'est uniquement parce que sur 30 tentatives de dribble, il en réussit 2, quoi. C'est trop insuffisant. On parle d'un international, on parle d'un gars qui râle en permanence sur un terrain, qui est jamais content de rien, qui est tout le temps à demander à l'arbitre quelque chose ou à se plaindre de son adversaire direct. Mais à un moment donné, on a juste envie de lui donner un ballon, un mur, et puis de taper les ballons contre le mur, d'amortir des ballons. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, ce pauvre niveau technique notamment donne la sensation qu'on est tous capables de faire un petit peu ce que peuvent pas faire des joueurs de Ligue 1. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense que vous avez presque tout dit. En Ligue 1, on voit bien que tout le monde peut battre tout le monde. Et j'ai envie de dire, même cette saison, tout le monde ou presque peut battre le PSG. Et c'est sûr que voilà, le niveau est faible. Personnellement, je regarde beaucoup de matchs de Bundesliga, de Première Ligue également. Et le 15e de Bundesliga, il va bouffer le 15e de Ligue 1, c'est une certitude. On voit également, comme disait Sylvain tout à l'heure, en Coupe d'Europe, on a des gros problèmes. Je vais prendre l'exemple de Reims qui, cette saison, ils perdent en préliminaire contre des Hongrois. Voilà, c'est pas pour leur faire insulte, mais c'est assez honteux. Après, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que la Ligue 1, ça fait un petit moment hein, quand même que c'est faible. Je reprends l'exemple de la Coupe d'Europe. Il y a quelques années, on avait perdu contre des Danois. Les Lyonnais en Ligue des Champions, ils avaient perdu contre Limassol. Pour moi, ça fait quelques temps que la Ligue 1 est faible. Ça date pas d'hier. Oui, alors, Après, excuse-moi, vas-y. après, bon, il y a des explications aussi à tout ça, hein, bien évidemment. Moi, je voulais quand même remettre ça sur la table, mais il y a des explications à tout ça. Aujourd'hui, un joueur professionnel qui fait 20 matchs en Ligue 1, il a 15 clubs sur lui, il y a des offres qui tombent à dormir debout, il y a des projets de clubs qui sont basés uniquement sur le trading de joueurs et qui permet l'équilibre financier uniquement par la vente de joueurs. Donc forcément, tu peux pas fonctionner aussi et tu peux pas espérer exister en Europe avec ces fonctionnements-là. Aujourd'hui, on est capable de former des excellents joueurs, mais en fait, les joueurs qu'on est capable de former pour être performants en Europe, on n'en profite pas. Et à Saint-Étienne, on en a l'exemple. Voilà, Saliba, on n'en profitera pas. Fofana, j'en parle même pas. Gourna, je vous le dis, on n'en profitera pas longtemps. Oui, et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Observatoire du football a positionné Camara aussi parmi les joueurs les plus bankable de Saint-Etienne. En tout cas, c'est le joueur le plus bankable qu'ils évaluent. Alors, c'est une autre chose que de le vendre à ce prix-là, mais qu'ils évaluent entre 10 et 15 millions d'euros. Ça veut dire même un joueur comme Camara, qui aujourd'hui, je suis désolé, je ne veux pas faire insulte à Camara, mais enfin, c'est quand même loin d'être le meilleur à son poste en Ligue 1. Même, j'ai du mal à croire qu'il soit dans le
le top 5-6 de ce qui se fait en Ligue 1, et voilà, il serait évalué à 10-15 millions d'euros. Autant dire qu'à Saint-Étienne, ça vaut plus que 6 ou 7 millions d'euros. Et puis une interview de Roland à la télé et on en perd encore 2. Je pense que voilà, on a un effectif surcoté et je l'ai vu passer dans le chat, c'est vrai. Sam Crow 4-2 qui dit dans un stade vide, ils n'ont aucune pression et en ont rien à foutre. Le Covid est là, les stades vides sont là, il n'y a plus vraiment de sifflet non plus, il n'y a plus vraiment de pression, il n'y a pas non plus d'encouragement. Il faut aussi leur reconnaître ça à leur décharge. Et ça, c'est pour toute la Ligue 1. Et quelque part, cet habillage autour des matchs nous manque aussi. Alors, on aura toujours plus de plaisir à regarder la Première Ligue sans spectateurs que de la Ligue 1 sans spectateurs. Mais mine de rien, quand vous avez un Geoffroy Guichard qui chante, même si vous avez un bon vieux gros match bien pourri, ça reste Geoffroy Guichard et on a envie de le regarder. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça? Si, à mon avis, si, clairement. Je pense qu'on a il y a Geoffroy Guichard, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les Lensois qui réalisent une saison formidable et qui remontent enfin en Ligue 1 et enfin une saison formidable à leur échelle, mais qui privé de Bollard, c'est triste. Et je pense que la beauté de la Ligue 1, le charme en tout cas de la Ligue 1, il a beaucoup résidé là-dedans, dans ces ambiances, ces atmosphères qu'on retrouve quand même pas ailleurs. Mais ça n'excuse pas tout non plus, selon moi en tout cas. Ok. Écoutez, on va peut-être stopper ce coup de grisou ici. Merci Sylvain. Je crois que ton coup de grisou, on le partage tous et il a bien ébranlé la galerie, ce coup de grisou. En tout cas, il est évident qu'on est mauvais et mal classé dans un championnat qui aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus le Big Five, hein, il appartient plus au Big Five. Il est dans le Big Ten et il est pas loin du 9 ou du 10, hein. Donc voilà. On partage bien ton avis. En tout cas, moi, je le partage bien. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Nouvelle rubrique. Et on va, dans ce duel, opposer Pierre à Sylvain sur le retour de Loïc Perrin à l'AS Saint-Étienne. Alors, vous allez nous exposer chacun en 1 minute 30. Et là, c'est chronométré. Les gars, je vous couperai. Vous vous débrouillez comme vous voulez. En 1 minute 30, vous allez argumenter. Pierre, toi, de ton côté, je crois que tu vois pas trop l'intérêt au retour de Loïc Perrin. Quant à toi, Sylvain, tu as plutôt des arguments en faveur de son retour. Pierre, je te donne la parole, tu as 1 minute 30, à toi de nous convaincre. Ok. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai énormément de respect pour Loïc Perrin, hein, pour tout ce qu'il a fait au club. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais quand j'ai lu le communiqué de l'AS Saint-Étienne, où dedans il était inscrit que Loïc Perrin revenait notamment pour des actions pédagogiques, en fait, moi j'ai un petit peu peur que ce poste ressemble un peu à un emploi fictif. Et surtout qu'on continue dans le copinage. En fait, le copinage, c'est quelque chose qui gangrène ce club depuis plusieurs années. Et j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Et en plus de tout ça, moi je suis persuadé que si Loïc Perrin était toujours aujourd'hui à Téléfoot, s'il était toujours consultant, il n'y a absolument personne qui aurait pris ce poste. Voilà, il n'y aurait pas eu un poste créé à cette fin-là. À la rigueur, s'il avait été recruté à la formation, je pense qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont en fin de contrat en juin 2021. Donc il a été un super défenseur central, il a joué milieu de terrain. Ça m'aurait plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais là, le poste qu'il va occuper, c'est absolument pas ça. Voilà, dernière chose que je tenais à préciser, c'est que en cette période de Covid, où les droits TV, voilà, c'est pas la grande forme, on a demandé des baisses de salaire à tous nos joueurs et à notre staff, je pense également. Donc je pense que c'est pas le moment d'ajouter à la masse salariale un salaire en plus. Ok, merci. Écoute, Sylvain, à toi, essaye de nous convaincre du bien fondé du retour de Loïc. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que je viens pour partager ce duel. Je ne suis pas à 100% pour le retour de Loïc Perrin, par contre.
J'ai tenté de trouver des arguments qui pouvaient justifier son retour. Après, à mon avis, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Il faut pondérer tout ce qu'on dit et il faut être juste. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Romain, tout d'abord, il nous a parlé de l'aspect financier lié au Covid. Bon, très bien. À mon souvenir, Loïc Perrin, lorsqu'il a dû re-signer pour 1 mois pour jouer la finale de la Coupe de France, il a accepté de baisser son salaire comme un membre de l'organigramme. Je crois, sans dire de bêtises, c'était 6 000 ou 8 000 euros pour le mois, alors que c'était un mec qui touchait un salaire à 6 chiffres quand même. Donc je pense qu'au niveau financier, je suis pas sûr que ce soit ça qui nous ruine. Après, deuxièmement, moi je pense que là où il faut bien comprendre l'intérêt de l'arrivée de Loïc Perrin, c'est de le mettre au sein du club et de lui faire mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va demander à Loïc Perrin d'aller un peu prendre la température au niveau des partenaires, un peu prendre la température au niveau du centre de formation, un peu prendre la température au niveau administratif pour voir ce qui s'y passe, et lui donner les éléments nécessaires pour les années à venir, lorsqu'il aura un poste de directeur sportif, manager général, j'en sais rien ce qu'il pourra être, il aura toutes les informations nécessaires et il connaîtra les différentes échelles, la différente hiérarchie qu'il y a au sein du club. Et potentiellement, il pourra travailler en conséquence de ça. Ensuite, troisième et dernier élément que je voulais dire pour trouver quand même du positif à l'arrivée de Perrin, aujourd'hui, à la formation, on a des formateurs qui malheureusement ne sont pas des formateurs avec l'identité Saint-Étienne. On en avait un, c'est Razik Neder, désormais il n'est plus à la formation puisqu'il travaille avec la réserve. Je vous rappelle que la formation c'est les U17 et les U19. La réserve ce n'est que la continuité. Et ensuite, concrètement, retrouver un mec qui va venir avec l'identité Saint-Étienne et qui va arriver en disant voilà, Saint-Étienne c'est comme ça, moi je l'ai joué pendant 25 ans, je peux vous parler, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Voilà, j'ose espérer que ça soit une bonne chose par rapport aux formateurs actuels qu'on a, qui sont de très bons formateurs, mais qui n'ont pas forcément l'ADN à SSE. Ok, merci Sylvain. Voilà, des pro-retours, des anti-retours, des sceptiques. Alors juste pour information, un petit sondage a été déposé sur Twitter dans le courant de la journée. Alors pour le coup, il n'y a pas réellement de suffrage qui l'emporte. Il y a autant de personnes qui sont pour que de personnes qui ne voient pas l'intérêt, que de personnes qui attendent de voir pour juger. Voilà, donc là, vraiment, c'est du un tiers, un tiers, un tiers. C'est très partagé, il y a donc matière à débat. Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce retour de Loïc ? Je pense qu'il y a matière à être partagée, ouais, justement, je partage ça totalement parce que, en fait, j'observe ça un peu de loin, on verra sur la durée. Je pense que là, à l'instant T, on peut évidemment pas juger son potentiel apport. Mais après, sur la nature de son poste, ça me paraît assez évident. En fait, de toute façon, on va pas se mentir, dans le football comme ailleurs, et surtout dans le football, le nombre d'emplois un peu, pas fictifs, mais presque, où en fait l'intérêt là ici, c'est de faire rentrer Loïc Perrin au sein du club. Après, le communiqué pour annoncer concrètement sa tâche, personnellement, je l'ai lu un peu en diagonale. En vérité, Loïc Perrin intègre la SSE. Après, qui dit fera, je pense qu'il fera un peu de tout. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est pas un mec qui pourrait faire du mal à ce club. Faire du bien, c'est autre chose. Ça, pareil, on verra. Mais c'est pas quelqu'un de négatif, c'est pas quelqu'un qui pourra tirer les choses vers le bas. Après, je peux être amené à me tromper, mais je pense qu'il y a matière à essayer en tout cas. Et puis, si Loïc Perrin n'est pas légitime pour tenter ces choses-là à Saint-Etienne, qu'il est, parce que bon, voilà, j'ai pas besoin de présenter Loïc Perrin. Mais je pense que c'est seulement sur la durée, quand on y va un peu plus clair. Je crois d'ailleurs qu'il a dit qu'il passait des diplômes, ou en tout cas qu'il essaie de se professionnaliser de son côté. Donc donnons-lui une chance, et après, à l'avenir, on sera amené à mieux le juger. Oui, moi j'ai l'impression avec Loïc Perrin qu'on va être dans la continuité un petit peu de ce qu'il était comme joueur, c'est-à-dire d'abord une icône à Saint-Étienne, donc quelqu'un qui va représenter le club, à n'en pas douter. Parfait pour être un ambassadeur du club. Après, ses compétences, il est intelligent. Loïc Perrin, on ne lui enlèvera pas ça non plus. C'est quelqu'un d'intelligent. J'ai toujours trouvé, moi, qu'il lui manquait quand même beaucoup de caractère. En tout cas, il a un langage très policé, il est extrêmement lisse, il est extrêmement... voilà, l'électrocardiogramme est vraiment très plat avec Loïc Perrin. Il n'y a pas de saute d'humeur, il n'y a pas de coup de gueule. On ne l'a jamais entendu et pourtant il aurait eu des raisons
poser des coups de gueule, jamais trop. Alors peut-être qu'il rentre au club justement pour tempérer, voilà. Moi j'ai entendu parler de marketing, de communication, de sportif. Il explique dans une interview que certains points le dépassent. Euh, Honnêtement, est-ce que c'est pas, et c'est ma question que je vous pose à tous les trois, est-ce que c'est pas un nouveau pion de Roland Romeyer dans l'échiquier du club? Peut-être que c'est un nouveau pion, peut-être que. Voilà, après, je pense que le problème, si c'en est un, Loïc Perrin qui réintègre la SS, aujourd'hui, il faut tempérer, comme l'a très justement dit, je ne sais plus si c'était Simon ou Pierre. Au pire, ça fera pas de mal au club. Au pire, ça sera juste stérile et voilà. Mais ça peut pas faire de mal au club. Ce mec-là, il peut pas faire de mal au club. Ok. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, sur le chat, bah voilà, hein, Loïc Perrin, on ne peut pas dire qu'il remporte les suffrages, hein. Loïc Perrin intègre le club aujourd'hui, nous dit MBB AMCN. Merci pour le pseudo. N'intègre le club aujourd'hui que parce que Roland Romeyer voit fleurir des banderoles direction d'émission et que c'est uniquement une caution pour Roland Romeyer afin de calmer les supporters. Ouais, ça va un peu dans le sens d'une arrivée politique. Oui, clairement, clairement. Simon, Je pense Pierre, que hein, ouais, ouais. c'est clairement, c'est un peu à mon avis, c'est même totalement le but pour l'instant, en tout cas pas le timing de son entrée, mais le timing de la communication sur son arrivée au club, il compte, on dit quelque chose à mon avis aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui de toute façon sera jamais à charge contre le club. euh, et à ce niveau-là, je pense que oui, ça peut être quelqu'un qui pourrait être amené à défendre, ou en tout cas à tout le temps tempérer, nuancer les potentielles tensions et les critiques, surtout à l'égard de la direction. Ouais. Ok. Bon, écoutez, on va clore ce duel-là et puis on va laisser la parole à notre invité, à Simon, avec cette nouvelle rubrique synthé pour le meilleur et pour le pire. En 5 minutes, Simon, on va faire le tour un petit peu de ton histoire autour de la S Saint-Étienne, entre tes meilleurs moments et tes pires moments également. Et puis on demandera un petit peu leur avis aussi à nos chroniqueurs. Simon, ton meilleur match de la S Saint-Étienne? Mon meilleur match, sans être forcément objectif, c'est moi, c'est personnel. Hein. Objectivement, la facilité, ce serait la victoire au Stade de France contre Rennes, à mon avis, en tout cas pour les gens de ma génération. Mais moi, c'est plutôt. Mon meilleur souvenir, c'est le 16e retour en 2009, Coupe de l'UEFA contre Olympiakos à Geoffroy Guichard, où c'était, je sais pas, j'ai un souvenir d'un match d'une ambiance exceptionnelle. Mais bon, ça, il y en a eu beaucoup, mais ce soir-là particulièrement, j'avais l'impression. Des buts magnifiques, même l'Olympiakos avait marqué un but magnifique. Tout était beau et c'était en plus l'époque avant Galtier où on n'était pas encore habitué à retrouver les joies européennes et celle-ci, c'en était une belle. Ok, ton pire match? Mon pire match, c'est forcément un derby, lequel, je sais pas, je pense que pas forcément celui perdu 5-0, enfin ceux perdus 5-0 du coup, Oui. parce que c'est peut-être un peu trop évident et j'en attendais rien, j'avais aucune étoile dans les yeux, je voyais la déroute arriver en tout cas. Mais ce serait forcément un derby, je pense à des buts tardifs, peut-être le coup franc de Karim Benzema à Geoffroy Guichard, là, je m'en souviens que celui-là, il avait été difficile à avaler. Ok. Sylvain, juste là, le nom de la rencontre. Ton meilleur match, c'est quoi, toi? Mon meilleur match 3-0, tête de Bayal Sal, Ricky Van Wolfswinkel Quad. Ok, c'est le derby. Et toi, Pierre, ton pire match? Le pire match, je dirais un derby qu'on perd 3-2 à Geoffroy Guichard. Ok, stop, j'en veux pas plus, Pierre. J'arrête. Bon, Simon, le meilleur joueur stéphanois, pour toi, c'est qui? Pour moi, c'est forcément Pascal Feindeno, et ce sera toujours Pascal Feindeno, à mes yeux en tout cas. Ok. Et le pire? Le pire, bon, c'est pas forcément sportif, il n'a pas trop eu l'occasion de prouver sa valeur, mais c'est de sa faute, c'est Steve Malbranck. Lui, son passage catastrophique.
Ouais, ouais, bah c'est sûr qu'il est passé toujours un peu plus longtemps que l'ex-lyonnais dont j'oublierai le nom, mais voilà, c'était pas fameux. Meilleur joueur, Pierre, pour toi, c'est qui? Pierre-Emerick Aubameyang. Ok, et pour toi, le pire, Sylvain? Le pire, je dirais Anthony Monnier, pour le citer, vu qu'il Ouais, avait oublié son nom. bah voilà, c'est fait, il est cité. Bon, ok. Le meilleur coach, Simon, c'est qui pour toi? Christophe Galtier, forcément. Christophe Ouais, Galtier, pour l'homme, pour le coach, pour tout ce qu'il a apporté, ça peut être que lui. ok. Et le pire coach? Le pire, je suis partagé entre Oscar Garcia et Ghislain Printemps. À la différence que le second, c'est malgré lui. Je pense qu'il s'est retrouvé aussi mauvais, parce que c'est le mot. Donc j'aurais une préférence, je pense, pour Oscar Garcia. D'accord. Meilleur coach, Sylvain? Bon, j'aurais dit Christophe Galtier aussi, mais j'ai quand même de l'affection pour Fred Antonetti, qui nous a fait Eh, remonter, qui nous a donné une saison exceptionnelle l'année de la remontée. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette équipe, hein, Fred Antonetti? Et le pire coach, Pierre? Le pire coach, j'aimais bien l'homme, mais Ghislain Printemps, c'était pas ça, malheureusement. Ouais, alors moi je vais juste vous rappeler Alain Michel, pour ceux qui s'en rappellent, dans les C'est pires. vrai, On est pas mal aussi. c'est vrai. On est pas mal. C'est juste pour mettre mon grain de sel. Le meilleur joueur actuel, Simon, d'après toi, qui est-ce? C'est dur, mais je pense que ce qu'il a apporté cette saison, c'est Romain Amouma, hein. Il a été décisif. Je pense que s'il avait été amené à jouer plus, mais bon, on a l'habitude avec lui, on serait peut-être pas à cette place-là actuellement. Donc je pense Romain Amouma. Mais petite mention spéciale et personnelle alors que j'avoue que j'étais un des premiers détracteurs à l'époque, mais Harold Moukoudi m'apparaît quand même bien costaud, et en termes de progression, il mérite quelque chose en tout cas. Ouais. Et le pire joueur actuel? Et le pire joueur actuel, ça c'est dur, mais c'est dur parce que je sais que c'est celui qui a des qualités, mais je suis obligé de dire Denis Banga. Je suis obligé de dire Denis Ouais. Banga parce que sa saison, elle est catastrophique et il n'y a pas vraiment d'autres mots, et donc ça peut être que lui. On s'y attendait un petit peu. Meilleur joueur pour toi, Pierre? Comme Simon, Harold Moukoudi. Ok. Et le pire joueur, Sylvain? Riyad Boudbouz. Riyad. Je m'associe aussi, Pierre. T'es vache, Riyad t'es Boudbouz, vache. c'est T'es vache, le pauvre, il n'a pas eu au placard, il n'a pas eu l'occasion de jouer. T'es vache avec Riyad. Honnêtement, ouais, malheureusement, en Ligue 1, en 2 ans, c'est 0 but dans le jeu. Ouais, c'est vrai. C'est tout C'est pour pas moi. faux. C'est pas faux, mais voilà. Mais en tout cas, ça démontre bien que les plus gros salaires ne sont pas forcément ceux qui apportent le plus de performance, pour rebondir sur une actu de la semaine. Mais écoutez, les amis, on a comme d'habitude dépassé. Je suis désolé, hein, voilà, je n'arrive pas à faire dans les temps. Donc, ça fait bien 46 minutes d'émission, mais j'espère que c'était pour votre plaisir à tous. L'émission se termine. Je vous remercie d'y avoir participé, hein, Sylvain de Green Prospect, Pierre de Synthé Inside, et bien évidemment notre invité Simon. Merci beaucoup pour ta participation. On espère merci à vous, te spécial. revoir prochainement chez nous. Avec plaisir. Ouais, bah, écoute, ce sera vraiment partagé. Merci à tous. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de match à débriefer, mais est-ce un mal en ce moment? En tout cas, il y aura un match à préparer, et un match importantissime face à Nîmes. Voilà, mais on en parlera la semaine prochaine. Bye bye, amis supporters, bye bye à tous, et rendez-vous sur nos réseaux à tous pendant le courant de la semaine. Et à très vite pour de nouvelles aventures avec les Verts. Bonne soirée, salut. Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
Ok, c'est bon. Vous êtes là, les gars? Ouais. Je suis là. Ok, bon, bah merci beaucoup. J'ai bien évidemment fait ma petite boulette. Je pense que Romain va me gronder. Ah oui. Romain va Oui, forcément me gronder. En fait, j'ai démarré l'enregistrement juste après le sommaire. J'ai complètement zappé le début de l'enregistrement. Ce qui fait d'accord. qu'on a une émission qui est mangée tout au début. Alors, il y a pas de problème, il y a tout, hein, sauf le sommaire et puis le bonjour de tout le monde. Voilà. Alors, je sais pas. Bon, il va me gronder. Ben, j'ai un gage. Moi, je pourrais replay sur. Il est enregistré directement, non? Sur Twitch, intégralement. Et oui, mais pas tant que j'écris pas tant que je clique pas sur enregistrer. Ah, d'accord. Et oui, c'est ça. Ou alors, sinon, pendant que je vous ai tous les trois, on se refait l'intro en 2 minutes. Mais ça. 30 secondes. Les gars, je vous interromps 30 secondes, faut couper le live.